Avec vous sur Sud Radio pour les débats, vendredi 28 mai, avec aujourd'hui François Monboise, bonjour, président de la FEVA, de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image, bonjour, vous êtes communicante. Bonjour. Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France, bonjour à vous. Et Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement de Paris, bonjour. Bonjour. Il se passe quoi, place du Panthéon ? Eh bien, il y a une merveilleuse installation. Attention, il ne faut pas regarder quelques mauvaises langues qui ont fait un mauvais tweet sur Saccage Paris. Parce que ça avait l'air d'être un bazar et tout pas à l'heure, possible. tout à l'heure, j'étais avec d'ailleurs Alexandre Jardin, qui préside une association qui défend beaucoup le livre et la lecture. Et c'est une installation de Nicolas Henry. Et moi, je vous invite vraiment à y aller parce que ça va être extraordinaire. Bon, vous allez voir des bancs, on va vous faire des lectures, il va y avoir plein d'œuvres. C'est très très beau. Mais des là, vrais bancs, on s'assoit. Des vrais bancs où on s'assoit. Des vrais bancs où on s'assoit et où on cause. Et c'est une installation artistique. C'est une petite parenthèse. C'est une installation artistique. Voilà. Alors, 2 millions de Français en situation de grande pauvreté, c'est votre coup de gueule. Je spoil, comme on dit, je divulgage votre coup de gueule, Rafik Smati, mais c'est un excellent sujet. Multiplication des passes, le quoi qu'il en coûte va-t-il trop loin? Alors, on a le pass culture, le pass jeune, le pass colo bientôt. On va parler de tout cela. Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour certaines professions? Et puis PACA, on n'a pas eu le temps d'en parler hier. Mariani en tête, échec de la stratégie de Muselier. Tous ces sujets avec vous. Petit tour de table. Florence, on continue avec vous. Florence Berthoud, c'est un coup de cœur pour vous? Bah oui, c'est pas un coup de cœur pour moi, même si je l'ai porté sur les fonds baptismaux. C'est le coup de cœur Festival Quartier du Livre, parce que, si vous voulez, ça va être un des premiers grands événements parisiens du 2 juin au 9 juin, avec 200 événements. Et c'est aussi beaucoup d'amour autour du livre, de l'écrit. Et coup de chapeau à mon ami le dessinateur du Monde, Sergueï, qui a fait les illustrations gratuitement, parce qu'on n'a pas d'argent, et ça coûte 0 € aux contribuables, et ça s'appelle La Terre est une personne. Et vous avez des signatures d'écrivains, bien sûr, le prix Femina, le Goncourt des lycéens, vous avez des lectures, vous avez des concours, d'éloquence, c'est vrai que c'est bien, c'est le retour un petit peu des salons et l'idée, c'est que ce soit aussi ludique et qu'on partage des choses autour de ce qui est quand même le plus beau outil pour lutter contre la discrimination, c'est-à-dire vraiment l'écrit. Quand on maîtrise l'écrit, la lecture, on ne dira jamais assez que toutes les portes peuvent s'ouvrir à vous. François Monboise, c'est un coup de cœur. Oui, un coup de cœur pour May Wen. Il y a une petite vidéo qui circule, que je vous conseille de regarder sur Internet, d'une émission qui a eu lieu sur la 5, l'émission de débat en deuxième partie de soirée, j'ai oublié son nom, c'est quelque chose, où May Wen est avec Laura Adler et explique qu'elle veut être considérée comme une cinéaste et pas comme une cinéaste femme. Et il y a un espèce de dialogue de sourds où Laura Adler lui dit « mais c'est très bien les quotas », et May Wen lui dit « ben non ». Parce qu'avant, on prenait mes films parce qu'ils étaient bons, et maintenant, quand on prend mes films, je pense que c'est parce que je suis une femme. C'est très intéressant. Et elle dit, je suis vexée, je veux qu'on les prenne pour ce qu'ils sont. Et c'est vrai que l'interview faite par Laura Adler est totalement surréaliste, où elle lui dit, mais enfin, pourquoi vous n'avez qu'un prénom, vous avez un problème avec le père, c'est totalement dément, là aussi, c'est complètement dingue. Parce qu'elle veut lui faire dire qu'il faut faire des films de femmes, et May Wen dit, mais c'est quoi des films de femmes? Et Laura Adler ne sait pas répondre. Enfin, et être solidaire des femmes, c'est un commentaire, Rafik Smati. Écoutez, la cause féministe est une vraie cause qui est importante, et elle mérite de ne surtout pas être gadgetisée par des approches bien pensantes, politiquement correctes, qui abîment en réalité la cause de la défense des femmes. Et je suis parfaitement d'accord, je ne connaissais pas cette réaction de May Wen, mais je souscris entièrement à ce qu'elle dit, et je la comprends. Et si je peux juste prolonger, c'est intéressant parce que la différence entre le monde, et Rafik doit connaître ça, le monde anglo-saxon et la France. Aux États-Unis, il n'y a pas de quota, il n'y a pas d'obligation, et il y a beaucoup plus de femmes patronnes de grandes entreprises, y compris General Motors, c'est un symbole. Et en France, on met des quotas, on met des normes partout, et je vois Florence qui fait le mot, non, mais on raisonne avec des quotas, et eux, jamais. Du coup, quand Janet Yellen a été nommée, personne aux États-Unis n'a dit formidable, c'est une femme. On n'en parle pas. On a nommé la meilleure personne, point. Quand Condoleezza Rice avait été ministre de Bush,
on n'a jamais dit aux États-Unis c'est formidable, c'est une jeune femme noire. Non, c'était la meilleure. Oui, sauf qu'ils ont quand même. Je ne sais pas si on peut prendre les États-Unis en modèle. Ils sont quand même dans l'extrême politiquement correct. Les États-Unis, c'est quand même le pays du communautarisme. Donc, c'est quand même le pays de tous les excès communautaristes. Moi, je comprends tout ce que vous dites. Hein. Je n'ai pas vu l'émission. Alors, je suis un peu gênée parce que Laura Adler était la marraine de mon festival. Donc, vous m'écartelez là. Oui. Mais je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. Pour autant, il y a des grandes patronnes aujourd'hui, des très grandes patronnes, ce qu'on ne voyait pas avant, je parle sur votre couvert, et on ne dit pas qu'elles y sont parce que ce sont des femmes, surtout pas. Il y a un domaine, hélas, où les quotas ont fait progresser les choses, je vous assure, c'est le milieu politique. Ouais. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas du quota, je dis d'autant plus que quand on s'est trompé, il faut toujours le reconnaître avec humilité. Moi, j'y étais pas favorable. Mais j'ai vu la différence après et avant les quotas. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a fait progresser la cause des femmes et la présence des femmes dans toutes les élections. Même s'il y a plein de stratégies de contournement encore. On va marquer une pause et puis Geneviève, je vous donnerai la parole sur ce sujet dans un instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi avec François Monboise, président de la FEVA, de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image, Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France, et Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement de Paris. Donc Geneviève, je voulais vous faire... Alors je vous annonce les sujets. Déjà, on va parler de ces 2 millions de Français en situation de très grande pauvreté. On va parler de la multiplication des passes. C'est le quoi qu'il en coûte pour aider à relancer l'économie, accompagner les plus démunis, je ne sais pas, on va en reparler. Et puis, faut-il rendre la vaccination obligatoire pour certaines professions? Bref, tous ces sujets avec vous. Geneviève, vous vouliez réagir donc au coup de cœur de François Monboise qui rendait hommage à Maïwenn, la cinéaste, qui, lors d'un débat, expliquait qu'elle voulait être considérée comme cinéaste et non pas comme cinéaste femme, et qu'elle trouvait très déplaisant qu'on prenne ses films parce qu'elle était femme et non pas pour leur qualité. Bon, est-ce qu'on les prend parce qu'elle est femme? Je pense qu'on les prend pour leur qualité. Je pense pas que quand la nouvelle présidente du musée du Louvre est nommée, on dit qu'elle vient d'être nommée parce qu'elle est une femme. Non, elle est nommée parce qu'elle est brillante et parce qu'elle a le niveau pour exercer ce poste. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Florence Berthoud. J'étais effectivement, moi aussi, très défavorable au départ au quota. Et je m'aperçois qu'en fait, ça a fait évoluer les choses et que malheureusement, sans quota, il y aurait aujourd'hui encore un nombre inférieur de femmes dans le milieu politique, mais également dans d'autres milieux, dans les COMEX, dans les conseils d'administration. Malheureusement, on partait de très loin dans notre pays et je pense que ça a été extrêmement incitatif, et c'est la seule chose qui compte finalement, l'incitation. C'est la même chose pour ce qui concerne les médias en matière d'expertes sur les plateaux de radio et de télévision. Je me souviens quand j'étais moi-même journaliste à France Média Monde, à RFI et France 24, la difficulté qu'on avait à trouver des experts parce qu'il y avait des réticences de la part des femmes à s'exprimer, à intervenir, un vrai problème même personnel de se juger personnellement suffisamment compétente, question que les hommes ne se posent jamais. Donc je pense que l'incitation est quelque chose d'important pour arriver à une égalité réelle. Après tout, on est la moitié de l'humanité, on devrait occuper à compétences égales la moitié des postes. Oui, sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément à compétences égales. C'est un peu le problème des quotas. Je ne vais pas me faire des amis en disant ça. On est quelquefois à compétences supérieures. Oui. Non, mais je vous donne un exemple qui m'a été envoyé par Sophie de Menton, qui préside, vous le savez, une association patronale. Jeanne Paulès, la présidente de Philippe Morris, qui est une femme, qui est à la tête de cette très grande entreprise, avait été invitée au ministère de l'économie à une table ronde consacrée au thème de l'égalité professionnelle. Le thème, c'était l'égalité professionnelle. La bataille est-elle gagnée? Introduite donc par Madame Moreno, ministre des droits des femmes, et sous l'effet de pression de divers groupes anti-tabac, elle a été exclue de cette table ronde. Ils ont réussi à avoir sa peau, pour parler trivialement. Et cette table ronde, finalement, elle a été à l'inverse de ce qu'elle souhaitait dénoncer, c'est-à-dire 4 hommes et 2 femmes. Et ce que fait remarquer également la personne qui nous a transmis cela, c'est que ni Patrice Ken ou Patrick Pouyanné, respectivement patron de Thales
ou de Total n'ont été exclus d'un tel événement au motif de la nature de leurs activités. Donc on arrive aussi à des luttes de minorités qui deviennent totalement délirantes. Et là, on est quand même sur une table ronde sur l'égalité homme-femme. On arrive à exclure une femme parce qu'elle est à la tête d'une multinationale. Bah, c'est autre chose, oui et non. Parce qu'elle est une femme, elle est exclue pour... c'est le tabac. Oui, mais comme par hasard, ni Total ni Thales ne sont remis en cause et ils sont dirigés par des hommes. Non. Non, oui, mais je pense que là, c'est lié à l'activité. C'est vrai qu'il y a des groupes qui sont beaucoup plus activistes que d'autres. Et les anti-tabac sont extrêmement actifs. On peut aussi le comprendre pour des raisons de santé publique, mais vous verrez, on a aussi des groupes qui sont très activistes contre, par exemple, la consommation de viande. Et j'ai peur du moment où on dira que pour participer à telle ou telle conférence, réunion, il faudra être ni dans le tabac, ni dans les alcools, le vin, enfin il y a toute une liste de choses qui seront très politiquement incorrectes. Voilà, et on est en train d'y arriver, hélas. Et ça, c'est François. Ni aimer les voitures rapides, enfin bon, il y a tout un certain nombre de choses qui deviennent malheureusement politiquement incorrectes. François Monboisse. Non, je suis d'accord avec ce que dit Florence Berthoud, malheureusement. Il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis. Les modes sociétales viennent des États-Unis. On ne peut pas le reconnaître en France, mais ce qui se passe dans les universités américaines est terrifiant. Terrifiant. Absolument. Alors, Geneviève, votre coup de cœur? Oui, alors mon coup de cœur était pour en fait c'est un coup de chapeau plus qu'un coup de cœur pour le discours d'Emmanuel Macron hier à Kigali. Il m'est arrivé sur cette même antenne d'être parfois sévère avec la politique africaine du président de la République et certaines postures qu'il a pu prendre. Mais hier, je trouve qu'il a vraiment eu le ton juste et la bonne posture. Ton juste parce qu'il reconnaît une responsabilité qui est réelle, mais en même temps sans s'excuser, sans demander pardon, sans reconnaître de culpabilité. Et il n'y a pas de culpabilité. En revanche, reconnaître effectivement que dans le processus génocidaire, la France a pu avoir une certaine responsabilité parce qu'elle n'a pas pris la mesure de ce qui était en train de se jouer, et que en même temps, c'était pas la France, c'était clairement François Mitterrand, c'était la cellule africaine de l'Élysée. Je trouve qu'il a eu le bon ton, qu'il a eu les bons mots, ça a été bien perçu. On est dans un processus de réconciliation compliqué avec Kigali. Il a franchi une nouvelle étape. Nicolas Sarkozy, le premier, s'était engagé sur cette voie en reconnaissant une grave erreur d'appréciation. C'était en 2010. Un aveuglement. Oui, grave erreur d'appréciation et aveuglement, absolument. Là, c'est d'autres mots qui sont très puissants. Un génocide ne s'efface pas, il est indélébile, c'est vrai. Ces mots ont été bien perçus. Et au-delà du ton juste, c'est aussi une relation qu'il est en train d'écrire. Je trouve que la relation avec Paul Kagame se situe sur un terrain très égalitaire. On a vu la photo, la manière dont ils se comportaient vis-à-vis l'un de l'autre. Et à mon avis, c'est cette relation égalitaire qu'il est important de bâtir avec l'Afrique aujourd'hui. On a beaucoup dit que François Mitterrand, s'il s'était trompé à ce point, c'était pour préserver les intérêts français dans un monde où la langue anglaise est en train de progresser aussi. Je pense que quelquefois, en préservant mal les intérêts français, on les torpille. Et finalement, en ayant la posture qu'a eu Emmanuel Macron hier, qui était une posture de plus grande humilité, on vous a perdu. Vous en pensez quoi, Rafik Mathy? Parce que Geneviève, vous dites ça a été bien accueilli. Marine Le Pen, par exemple, elle critique une repentance perpétuelle. Non, mais même les victimes. De l'autre côté, on dit, les familles de victimes, on dit, on attendait des excuses. Donc, vous aurez toujours des ultras. Oui. Est-ce que c'était une erreur d'aller là-bas? Il y aura toujours des jusqu'au-boutistes, mais grosso modo, ça a quand même été. Alors, j'ai un prisme d'analyse qui est différent. Quand j'écoute Geneviève, qui a lu le discours avec toutes les subtilités qu'il contient, je peux comprendre qu'elle puisse réagir de cette façon-là. Sauf que malheureusement, la géopolitique et la diplomatie sont parfois plus compliquées que ça. Ce que je crains, c'est que le message ultra simplifié
qui a été envoyé à une partie des Africains, en tous les cas c'est comme ça que ça va être reçu ou interprété et manipulé, c'est la France vient de reconnaître sa responsabilité dans le génocide rwandais. Toute la propagande qui va être faite par certains régimes, notamment en Afrique, va porter cette idée-là. Et dans un moment où la France est en train de reculer en Afrique, où nous sommes défiés notamment par les Chinois qui sont en train d'instaurer un nouvel impérialisme chinois et avec la France qui est en train de reculer, je rappelle que le Gabon est sur le point de rentrer dans le Commonwealth, je trouve que c'est géopolitiquement dangereux d'envoyer ce tel signal qui sera, parce que malheureusement, les millions et centaines de millions de personnes qui vont recevoir ce message ne vont pas l'analyser comme vient de le faire Madame. Ils vont le faire de manière raccourcie. Et aujourd'hui, dans un pays tel que la France, qui va mal, où on a le sentiment que nous sommes dans un processus de déconstruction permanent, d'autoflagellation permanent, on ne peut pas s'empêcher de penser que cette annonce s'inscrit dans ce processus de repentance généralisée, et je trouve ça regrettable. Alors, on va marquer une pause et vous pourrez réagir tout de suite après. 0826 300 300 si vous voulez réagir également. Bon, vous allez le dire dans un instant. Avec vous sur Sud Radio pour les débats avec François Monboise, Geneviève Gotzinger, Rafik Smati et Florence Berthoud. Quelques mots encore, même si on pourrait y passer beaucoup de temps sur le Rwanda. Coup de cœur de Geneviève Gotzinger. Vous vouliez réagir, Florence? Je n'aurais pas fait un coup de cœur, mais je pense que le président Macron a eu le ton juste. Il ne reconnaît pas du tout de responsabilité. Il dit bien que la France n'a pas été complice. Il dit très exactement un rôle, une histoire, une responsabilité. C'est la réalité. Et le précédent président, vous l'avez rappelé, qui est allé au Rwanda, c'est Sarkozy, qui faisait aussi de la réelle politique. La réalité, c'est que Kagame, qui n'est pas un saint, si vous me passez cette expression, parce que sur le terrain des droits de l'homme, on ne peut pas dire que ce soit extraordinaire au Rwanda, sauf qu'il a contribué à remettre sur les rails économiques une nation qui était exsangue, mais totalement exsangue. Souvenons-nous de la période post-94. Et que depuis 25 ans, le gouvernement français, on ne va pas faire toute l'émission là-dessus, mais le gouvernement français, héritage de la Mitterrandie, mais la Mitterrandie un peu fin de, c'est vrai, au crépuscule de la vie du président, a fait des grossières erreurs, a renvoyé un génocide, a envoyé dos à dos les Tutsis, les Hutus. Le bilan de tout ça, quand même, c'est que la porte d'entrée, qui est devenue une porte d'entrée majeure en Afrique, et le Rwanda, elle était totalement fermée. Voilà, elle était totalement fermée à la France. Et là, les relations diplomatiques reprennent, et évidemment on ne peut pas se contenter simplement d'avoir un ambassadeur. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut progresser, notamment le terrain des droits de l'homme, mais c'est certainement pas en fermant définitivement les portes. Mais qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche et qu'est-ce qu'on veut avec le Rwanda? Rétablir le dialogue pour avoir des relations plus normalisées sur le plan diplomatique, et bien sûr, il faut le dire, aussi sur le plan économique, et peut-être aller à un moment donné un peu plus loin sur le plan Rafik Smati, on s'assoit à la table d'un dictateur. C'est un renversement des valeurs qui est extrêmement pernicieux. Comprenez que un dictateur aujourd'hui raisonne comment il raisonne, par rapport de force. Là, qu'est-ce qu'on est en train de dire à Monsieur Kagame? S'il te plaît, accepte-nous, on a envie de discuter avec toi. C'est pas comme ça qu'on se comporte quand on est un pays puissant. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, louer le modèle économique du Rwanda et de Kagame. Je rappelle que l'un des principaux modèles économiques du Rwanda, c'est l'exportation de métaux stratégiques. Est-ce que le Rwanda a des mines de métaux stratégiques sur son territoire? La réponse est non. Pourquoi? Parce que le Rwanda pille ses pays voisins et fait bosser des enfants. C'est ça la réalité du régime Kagame. Et donc on est en train de se mettre. Ce sont les pays voisins qui font bosser les enfants. Et donc on est en train de se mettre à la table. On est en train de se mettre à la table de ça et de s'abaisser à ce niveau-là. Et en même temps, on est en train de renoncer. Et de casser la relation avec tous les autres pays d'Afrique, avec le Mali qui est aujourd'hui en train de faire reculer l'idée française et l'idéal français qui était ancré dans le Mali depuis maintenant des décennies. La France est en train de reculer en Afrique et aujourd'hui on se met à la table de quelqu'un qui s'appelle Kagame, qui n'aime pas la France. Le Mali n'a rien à voir avec le Rwanda. Non mais regardez comme nous nous sommes humiliés. Nous avons mis à la tête, alors on n'a pas d'ambassadeur au Rwanda, vous l'avez dit. On a mis à la tête de l'organisation de la francophonie une Rwandaise pour donner des gages à ce régime. Nous nous comportons comme des faibles avec des forts, et c'est comme ça qu'on se fait marcher dessus.
la géopolitique des puissances, on affirme sa puissance. En tout cas, ça fait 25 ans que la France se comporte comme des forts. Si vous voulez discuter en Afrique, si vous ne voulez discuter en Afrique avec des démocrates, vous n'allez pas discuter avec grand monde, parce qu'il n'y a quand même pas énormément de chefs d'État totalement démocrates, donc soyons quand même sérieux. Ensuite, je pense que la meilleure façon de préserver nos intérêts, c'est effectivement pas de la jouer matamor, mais alors certainement pas. Il faut quand même que vous voyez le niveau de déconnexion de l'opinion publique, des opinions publiques africaines avec la France. Est-ce que vous voulez les reconquérir ou est-ce que vous voulez les définitivement? Eh bien précisément, je vous donne 1000, je prends le pari avec vous. Regardez les unes de la presse. Regardez les unes de la presse en Afrique dans les semaines qui viennent et vous allez voir le message qui va être envoyé. C'est la France qui a reconnu un génocide. C'est ça le message que vous allez voir dans la presse africaine. François, un mot? François Monboise? Non, ah oui, mais il y a eu génocide. Non, mais pardonnez-moi, il y a eu un génocide. Bah oui, il y a eu un génocide. On dit que la France reconnaisse un génocide. C'est quand même. Que la France est responsable du génocide. Non, mais que la France est responsable. Il y a eu un président de la République française qui parlait de double génocide et qui renvoyait dos à dos les Hutus. Bien sûr. Et on a cru à cette histoire-là. Il y a eu quand même 800 000 morts dans ce pays. 800 000 personnes mortes en 100 jours. Franchement. Mais il y a eu un projet d'extermination d'un peuple. Mais la France n'est pas coupable, si? La France est coupable? Elle n'est pas coupable. Il a bien dit qu'elle n'était pas coupable. Simplement, elle n'a pas pris la mesure des choses. Elle a laissé faire. La France a eu une attitude très ambivalente. Voilà, c'est tout. Comme elle a dans d'autres pays, c'était peut-être une forme de réel politique. Les gouvernements étaient pro. Et en particulier, encore une fois, François Mitterrand et le secrétaire général de l'Élysée, Védrine, qui est devenu après ministre des Affaires étrangères, étaient des pro-présence militaire. Et justement, pour défendre les intérêts de la France, ils considéraient que les Tutsis, je le rappelle, étaient pro-anglo-saxons. C'est aussi une des raisons de tout ce drame. Et donc, oui, comme ailleurs dans le monde, les Hutus au pouvoir ont été formés, comme ailleurs dans le monde d'ailleurs, ont été formés, ont été armés. Mais la France n'a pas été génocidaire et n'est pas responsable. Sauf que quand on refait l'histoire, pendant des années et des années, ce qu'on a raconté au peuple français et ce qu'on a raconté au monde, via des missions d'information, je le rappelle, la mission Kiles, via des rapports, le rapport Bruguère, pour ne citer que celui-ci, on a expliqué que c'était forcément les affreux, que ceux qui avaient fait le coup, c'était les affreux, c'était une frange. Voilà, on renvoyait dos à dos les Tutsis. Mais vous voyez, je regarde la revue de presse d'RFI, le grand quotidien rwandais dit il reste encore du travail à faire, il faudra plus qu'une visite présidentielle et des expressions d'intention, il faudra changer certaines attitudes, notamment en France, les colonialistes à l'ancienne qui vivent dans le passé et dominent encore... C'est une grande partie de l'Afrique qui pense ça. Bien sûr. Une grande partie de l'Afrique post-coloniale qui pense ça. Il ne faut quand même pas se leurrer. Allez, je voudrais qu'on revienne en France avec vous, Rafik Smati. Donc, c'était votre coup de gueule, mais ça mérite que nous développions ce que vous vouliez dire à propos de cette très grande pauvreté. Oui, vous vous souvenez de la fameuse phrase de Coluche quand il a lancé les Restos du Cœur. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Aujourd'hui, en France, vous avez 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et vous avez 2 millions de personnes qui sont en situation de très grande pauvreté, parmi lesquelles beaucoup d'étudiants, et notamment dans nos territoires ultramarins. C'est une situation qui est évidemment humanitairement absolument inacceptable, et c'est d'autant plus inacceptable. Et c'est ça mon coup de gueule, que nous avons aujourd'hui le modèle social du monde qui coûte le plus cher. Nous avons un modèle social, la sphère publique aujourd'hui en France, c'est 62% de la richesse nationale. La France est le pays du monde dans lequel on fait payer le plus d'impôts aux entreprises et aux particuliers. Le taux de prélèvement obligatoire est de 46%. C'est le record mondial. On paye des impôts. On endette les générations futures. Et on a à côté de ça un modèle qui est en train de s'effondrer, qui produit 10 millions de pauvres, 2 millions de très grands pauvres. Et puis d'ailleurs, dans toutes les politiques publiques, on le voit, l'éducation de nos enfants est en train de s'écrouler. Regardez les classements PISA, regardez les états de nos hôpitaux. Au début de la crise de la Covid, nos soignants n'avaient pas de masque et n'avaient pas de blouse, avec un modèle de santé qui nous coûte 200 milliards. La sécurité, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut mettre plus de moyens, notamment dans la justice. Bref, on a un modèle avec une sphère publique qui prend une place monumentale. Tout cela,
Moi, je vais vous dire, payer beaucoup d'impôts dans un pays qui offrirait la prospérité à tous, qui formerait nos enfants aux meilleurs standards scolaires du monde et dans lesquels on pourrait aller dans des hôpitaux suréquipés et se faire soigner extrêmement rapidement. Je suis prêt à signer pour ça. Mais il y a pas, il y a un décalage. Mais le problème aujourd'hui, c'est que vous avez un décalage sidéral entre ce que les Français payent et font peser aux générations futures et le résultat calamiteux que nous avons. Il est impensable, inacceptable. Et j'ose espérer que ces annonces de l'INSEE, qui portent sur 2018, je le précise, c'est-à-dire avant la crise du Covid, donc ça que ces annonces très vraisemblablement aggravé, doivent être un électrochoc pour nous tous. Le modèle français, le modèle social français ne marche pas. Ce n'est pas le meilleur modèle social du monde. Il faut le dire, il faut le répéter, il faut le changer. Oui. Alors, on marque une pause, c'était le préambule, et on va y revenir dans un instant. À tout de suite. Avec vous, avec Florence Berthoud, Geneviève Gotzinger, François Monboisse et Rafik Smati qui évoquaient cette dernière étude de l'INSEE sur la pauvreté. 10 millions de pauvres, 2 millions de personnes en situation de très grande pauvreté. C'est un rapport qui établit des chiffres sur 2018, donc on peut imaginer qu'en 2 ans et avec le Covid, évidemment, les choses ne se sont pas arrangées. On a un auditeur en ligne, c'est Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. On vous écoute, vous êtes à l'antenne sur Sud Radio. Écoutez, moi je crois que quand même, depuis des années, le vrai problème, c'est qu'au lieu d'aider les gens à s'intégrer dans la société, on leur donne, on les nourrit, on va dire, on leur donne de l'argent, des aides, et malheureusement, ça ne leur permet pas, à un moment donné, de se réintégrer dans la société et de chercher un travail. Je crois que depuis les années 80, depuis les années Mitterrand, on a fui le capitalisme. On a considéré que le capitalisme, c'était quelque chose de très mal. Et malheureusement, quand même, nous vivons dans un pays capitaliste depuis toujours. Et je trouve que l'idée aurait été plutôt plus originale d'expliquer comment on aborde le capitalisme, comment on essaye de s'intégrer dans ce capitalisme, plutôt que de le fuir tel qu'on l'a fait depuis les années 80, puisqu'aujourd'hui on voit que les gens sont démunis face justement à ce gigantisme du capitalisme, face à cette société qui est complètement en déliquescence, notamment en termes d'économie, c'est-à-dire que je trouve que derrière vous avez évidemment des grosses sociétés, des trusts qui ont tendance à chapeauter le tout, et puis nous en tant que simples citoyens, on a du mal à affronter la société telle qu'elle est, telle qu'on nous la présente. Et je crois que justement, ces 10 millions de pauvres continueront à grossir si derrière on n'essaye pas de leur donner les moyens pour justement essayer de comprendre ce que c'est que le capitalisme. Oui, je ne sais pas. François Monboisse, vous voulez réagir ? C'est pas un sujet facile. Moi, sur l'étude de l'INSEE, j'ai pas la même lecture que Rafik. Enfin, je dis pas que ce qu'il dit n'est pas vrai. Mais il y a un article dans l'Opinion, je vous encourage à lire, de Jeanne Grandin, qui dit qu'en fait l'INSEE, pour la première fois, incorpore non seulement les transferts financiers, mais aussi les transferts en nature, c'est-à-dire le bénéfice des services publics. Et en fait, la redistribution en France est vraiment une des plus fortes d'Europe. Ouais. Donc on a un système très redistributif. Ça, c'est une chose sur la pauvreté. Là où Rafik a raison, c'est qu'on a un système qui patine et les gens n'ont pas l'impression, et on l'a vu, que les services publics soient au niveau de ce qu'on dépense. Ça, c'est tout à fait vrai. Et j'ai du mal à faire le lien entre les deux. C'est deux choses absolument différentes pour moi. C'est-à-dire le sentiment de richesse des gens, le fait qu'on redistribue pas mal l'argent en France, et le fait qu'effectivement les services publics sont dans une situation de pauvreté terrible. Parce qu'il est mal redistribué, non ? Je peux répondre à François. En effet, la redistribution, aujourd'hui, si vous prenez les 10% des Français les plus riches et les 10% les plus pauvres, c'est ce que dit l'INSEE, vous avez un écart de revenus de 1 à 13. Après la redistribution, on est à 1 à 7. Et quand, ce que rappelle François, on introduit les apports en nature, on est de 1 à 3. Donc ça veut dire qu'il y a, d'un point de vue comptable, objectivement, une redistribution en France. C'est un fait. La France est probablement le pays du monde qui redistribue le plus. Mais la question qui se pose, et c'est pour ça que je crois, malgré tout, François, que les deux sujets sont liés, c'est que si on regarde des chiffres, si on regarde les choses sous un angle purement tableau de bord, on peut se dire que le système fonctionne et que la redistribution est là. Mais quand on regarde ensuite le vécu sur le terrain, la perception des Français et le sentiment de déclassement que tout le monde a, tant au niveau social que sécuritaire, qu'au niveau éducatif,
éducatif, il y a aujourd'hui un décrochage et c'est ça le problème. Oui, Florence. Oui, moi je partage beaucoup ce que dit Rafik. Le nerf de la guerre, ce que je veux dire est d'une affreuse banalité, mais je le vois comme mère, c'est avoir un boulot et avoir un logement. Bon. Donc, et vous avez à cet égard des personnes qui vont être au-dessus des fameux 930 euros qui sont les 2 millions dont parlait Rafik, hein, les 2 millions de Français qui sont dans un seuil en dessous, enfin en situation de grande pauvreté, ils ont, il faut rappeler, 930 euros par mois. D'ailleurs, et ceux qui sont en situation de pauvreté ont augmenté de plus 14, plus 15% encore l'année dernière. Mais vous avez à côté de ça plein de couples ou de familles monoparentales où on parle des étudiants, a fortiori des étudiants qui ont beaucoup souffert. Moi, je rappelle que le nombre d'étudiants qui ont bénéficié de l'aide d'urgence du Crous a augmenté pendant le Covid de 50%. Vous imaginez le nombre des étudiants, donc c'est énorme. Donc on a plein de personnes, des centaines de milliers de personnes qui sont bien au-dessus du seuil de pauvreté et qui, en dépit de ça, vivent presque comme des personnes qui sont en dessous. Parce qu'une fois qu'ils ont payé leur loyer, notamment à Paris, ils vont, je peux vous dire, avoir beaucoup moins que 930 euros à l'arrivée. Ça dépend de l'endroit où vous vivez, évidemment. Et j'en vois à toutes mes permanences. Voilà. Des couples qui ont 2 enfants, qui gagnent même 2500 euros par mois, par exemple, et qui vivent vraiment très, 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 très mal. Voilà, parce qu'il faut tout payer. Donc, il y a ce sentiment de déclassement qui n'est pas la même chose que la question de la redistribution, parce qu'on redistribue. Mais le sujet, quand on essaye de remettre les pieds à l'étrier, c'est vraiment d'accompagner les personnes pour trouver un emploi. Et c'est le sujet majeur. J'accueille et j'ai créé un foyer des femmes à la rue dans ma mairie, et à chaque fois que je passe, je dis, est-ce que voilà, les dames, vous les aidez, bon. Et il n'y a pas quand même cette culture de dire comment on forme pour retrouver un boulot, et quel que soit ce boulot, dans un premier temps. Ouais. Plusieurs réactions. Avoir un logement est devenu très difficile pour les classes dites populaires. Même les campagnes voient le prix du foncier exploser du fait des résidences secondaires. C'est vrai qu'il y a un article, je crois que c'est dans le Figaro ce matin, sur l'explosion des prix en province. Le seul moyen, c'est d'acheter le bien immobilier du vivant de ses parents, même à plusieurs, et de faire que les propriétaires deviennent locataires. L'accession sociale à la propriété, absolument. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Et Geneviève Gotzinger? Oui, non, moi je suis globalement d'accord avec tout ce qui a été dit là-dessus. Hein. Effectivement, ce qui est très très préoccupant au-delà de la grande pauvreté, c'est le fait aujourd'hui de voir tant de foyers, tant de couples, comme le disait très très justement Florence, qui en fait ont un travail, ont une rémunération et malgré tout ne s'en sortent pas. C'était la base avant que ça ne soit complètement Gilets jaunes. Dévoyé, etc. C'était la base du mouvement des Gilets jaunes quand même. Tout à fait. Les causes sont restées les mêmes. Voilà, rien n'a changé et les facteurs d'éruption possibles restent toujours là. Cette extrême pauvreté, d'une part, et d'autre part, cette incapacité parfois, tout en étant inséré dans la société avec un travail, avec un logement, à ne pas s'en sortir en fait. Hein. Oui. On a Diane en ligne qui voulait réagir. Bonjour Diane. Bonjour tout le monde, bonjour. Voilà, oui, c'est vrai que la pauvreté est très difficile et puis à la voir et à la supporter aussi. Mais j'ai ma fille qui travaille dans le social, dans la mairie, à la mairie. Et maintenant, il y a des gens que quand ils viennent, parce qu'ils ont des retards, qui touchent le RSA ou qui touchent des subventions ou des aides de la mairie, quoi que ce soit, il n'y a pas plus tard que même pas 15 jours, il y a une personne qui se présentait. C'est une personne on a reçu il y a 2 ans, quand vous savez, on recevait beaucoup de personnes et qu'on a distribué dans toute la France. Mais que ce soit eux ou que ce soit n'importe qui, je ne fais pas de distinction. Mais elle est arrivée devant le guichet de ma fille, qui se lève quand même à 7h30 du matin, ou même à 7h, même plus tôt pour les enfants et tout ça, qui trime, qui amène ses enfants à la cantine parce qu'elle ne peut pas aller boire à midi, qu'elle trime et tout ça. Comme les travailleurs qu'il y a actuellement. Il s'est présenté et il est venu dire à ma fille, voilà, je ne comprends pas ce mois-ci, ma paye n'est pas arrivée.
ma paye. Ma fille, elle s'est étranglée derrière le guichet. Parce qu'elle dit non, moi, c'est une paye. Je me lève tous les matins. Vous, c'est des aides qu'on vous donne. Ce n'est pas une paye. Oui, mais c'est pareil. Oui, mais elle n'est pas arrivée. Comment ça se fait? Voilà comment on prend le social de maintenant. C'est leur paye. C'est leur travail. C'est leur labeur de rester au lit le matin. Voilà comment je voulais vous dire. Et ça me met très en colère quand on entend des choses comme ça. Oui, alors c'est certainement pas la majorité non plus des cas. Ça existe évidemment. Il y en a pas mal. Oui, non, mais ça existe. Mais je crois qu'il serait assez salutaire intellectuellement de séparer ce qui pour moi est deux sujets différents. Oui, il y a de la fraude aujourd'hui dans notre pays. Il y a, on le sait, 5 millions de cartes vitales en circulation, on ne sait pas à qui elles sont. Oui, on sait qu'il y a des personnes qui profitent d'un système avec des effets d'aubaine. Évidemment qu'il y en a. Mais cela ne doivent pas nous faire oublier qu'il y a aujourd'hui dans notre pays une vraie misère profonde, enracinée, de personnes qui se demandent comment ils vont manger demain. Et je crois que le drame de notre société aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces gens-là sont en train de passer sur le rebord de la route. Donc oui, évidemment, combattre la fraude, combattre les effets d'aubaine, j'ai envie de vous dire, cela va de soi, mais surtout, comment faire en sorte pour que la prospérité... votre auditeur tout à l'heure disait un truc très intéressant. Il parlait des vertus du capitalisme et de la liberté. Il avait raison. Je rappelle que le capitalisme, c'est ce qui a permis de retirer de la très haute pauvreté une grande partie de l'humanité et du tiers-monde, qui est sortie de la famine en grande partie grâce au capitalisme. Donc évidemment, l'une des clés, elle est dans la liberté. Elle est dans le fait de laisser les Français, laisser les entrepreneurs bosser. Oui. Mais oui, la pression... sauf qu'aujourd'hui, tout ce qui est retour entrepreneuriat, c'est de la paupérisation, c'est de la précarisation. Vous avez un nombre croissant d'entreprises qui ne veulent plus embaucher et qui demandent aux gens d'être auto-entrepreneurs. Donc, plus de charges... Oui, mais je vais vous dire, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des charges qui sont pléthoriques. Dès que vous créez une boîte, vous payez des charges avant même de l'avoir lancée. Vous avez des rigidités, vous avez des normes qui s'imposent à vous. C'est plus de souplesse. C'est un peu comme aux États-Unis où il y a aussi une très grande pauvreté, mais où on peut plus facilement embaucher. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui en France, quand vous créez un business, il est très facile de créer un business en France. Il est très difficile de le développer en revanche. Et là, il est temps de se poser les bonnes questions. Oui. Geneviève ? Complètement vrai. Non, mais complètement vrai. Je confirme, il est très très facile de créer un business et ensuite vous êtes pressuré de charges et c'est très compliqué de développer. Beaucoup d'activités pour gagner très très peu. Mais surtout en France, on n'aime pas les sociétés qui grossissent trop. Regardez toute la campagne médiatique contre Doctolib. Il y a raison. Doctolib, il y a quelques années. Doctolib. Il y a quelques années, c'était la start-up que tout le monde adorait. Maintenant, ils sont gros. Et aussitôt, vous avez une tribune que je trouve incroyable dans Le Monde, à charge, hégémonique, qui font peur, etc. Parce que c'est une start-up qui a réussi. Au lieu de dire c'est génial, on a une start-up qui devient énorme sur la santé, c'est formidable. Non, tout de suite, on les débine. Doctolib a pâti d'une organisation un peu chaotique, on peut le dire. J'en parle en toute connaissance de cause pendant la période de vaccination qui se poursuit. Bon, maintenant qu'on a les vaccins, ça recommence à fonctionner. Et en fait, cette start-up, qui est une start-up formidable, elle a pâti évidemment du fait que quand on allait sur Doctolib, les plateformes étaient totalement bloquées. Ça venait pas de Doctolib, ça venait tout simplement... non, mais c'est parce que l'on reproche les journaux, là. Oui, bien sûr, mais je dis ça en termes d'image, pardonnez-moi. En termes d'image, ça a pâti de... Enfin, mais c'est vrai on peut aussi poser la question de voir comment deux entreprises privées, Doctolib et Covid Tracker, sont deux expériences. Et Vitmados sont des choses que n'a pas réussi à mettre en place un gouvernement pachydermique. Mais alors, oui, mais on avait donné combien? Il y a 10 agences sanitaires. Il y a beaucoup trop d'agences. Il y a 10 machins qui s'occupent du sanitaire. On n'a pas été foutu de dégonfler le mammouth. Mais à chaque fois qu'on veut dégonfler le mammouth, on a une bronca, et une bronca qui vient aussi et surtout
surtout des élites. Des élites. Il ne faut pas. oui, mais il faut peut-être modifier les choses. C'était le propos de départ. Il y a un changement de mentalité majeur à réaliser. Croire que tout doit être entre les mains de l'État et que c'est à l'État de tout régir, c'est faux. Ce n'est pas à l'État d'innover. Ce n'est pas à l'État d'entreprendre. L'État ne sera jamais aussi innovant, aussi créatif qu'une initiative privée. Dans ce cas-là, supprimons tous les machins qui sont censés. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'État, parce que en réalité, les choses ont changé au fil du temps. Vous prenez dans les années 60 quelque chose comme la conquête spatiale. C'était le monopole des États. C'était les États qui portaient la conquête spatiale. Aujourd'hui, la conquête spatiale, elle est plus portée par les États, elle est portée par des sociétés comme SpaceX ou Blue Origin, alors qu'ils sont certes soutenus par les États avec une commande massive. Mais quand la NASA décide de confier toutes les orbites basses à Elon Musk, c'est parce qu'ils savent que Elon Musk sera plus efficace que ce que eux sont capables de faire. Et nous, ce que nous avons en France, c'est exactement la même chose. On passe notre temps à se plaindre du fait que nous soyons écrasés par des GAFA, eh bien quand nous avons certaines pépites qui sortent de terre, et vous avez raison François de le rappeler, des boîtes notamment comme Doctolib, eh bien tout de suite on va dessus. On se plaint d'avoir des entrepreneurs qui réussissent ailleurs. Quand il y a des Français qui réussissent, tout de suite ça devient suspect. Quand j'entends Stéphane Bancel, le patron de Moderna, qui est l'exemple typique de l'entrepreneur. Moderna, c'est une start-up. Moderna, c'est pas une big pharma au sens où on l'entend, c'est pas le grand méchant loup. Quand on voit quelqu'un qui a réussi, qui a pris un risque, il aurait pu tout perdre. Il aurait pu tout perdre parce que la probabilité de réussir, lui-même l'estimait à l'époque à 1 ou 2%. Il aurait pu tout perdre. Il a levé 5 milliards. Il a réussi. Eh bien, c'est tant mieux. Et si ça contribue à faire rayonner la France, comme dans d'autres domaines, par exemple Bernard Arnault, eh bien, c'est tant mieux. Voilà. On va marquer une pause et on va changer de sujet. On va partir en PACA. À tout avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On va changer un petit peu de sujet. On n'a pas eu le temps de traiter ce sujet hier avec ce sondage Elab. Thierry Mariani peut-il remporter la région Provence-Alpes-Côte d'Azur? En tout cas, 43% des intentions de vote. C'est ce que semble lui attribuer ce sondage. Cette liste conduite par Thierry Mariani et qui devancerait celle de Renaud Muselier. Mauvais calcul. Geneviève Gotzinger, on va peut-être commencer avec vous, qui êtes communicante, conseil. Très mauvais. Oui, très mauvaise stratégie de Renaud Muselier, de mon point de vue. Mon point de vue, son erreur majeure, c'est de ne pas avoir suffisamment cru en lui, en fait, en sa force propre. Il a donné le sentiment d'une attitude assez erratique. Il n'a pas tellement été aidé par LR non plus aussi au début, mais je pense qu'il est tombé dans le piège d'Emmanuel Macron, très clairement, qui veut faire du Rassemblement national partout son unique adversaire. Alors déjà, évidemment pour la présidentielle, mais d'ici là, au régional. Et moi, je suspecte Emmanuel Macron, enfin La République En Marche, de vouloir faire élire des présidents de région Rassemblement national pour conforter encore davantage cette espèce de tête-à-tête, de duo à venir l'année prochaine. C'est le cas, à mon avis, en PACA. C'est évidemment le cas dans les Hauts-de-France, où la descente massive d'un certain nombre de ministres pour venir soutenir la liste La République En Marche a un seul objectif, faire perdre Xavier Bertrand, dont il a peur, bien effectivement. Et de ce point de vue, Muselier a eu tort, oui, parce que tout seul, sans La République En Marche, à mon avis, il avait plus de chances d'emporter la région avec cette espèce de connivence qui n'en est pas, d'alliance qui n'en est pas, d'absence de clarté. Les électeurs aiment bien la clarté, ils aiment savoir où ils vont. Et aujourd'hui, les électeurs républicains, La République En Marche est leur adversaire l'année prochaine, très clairement. Donc, cette espèce d'alliance à géométrie variable dans certaines régions, c'est une fausse bonne idée. Oui, ils récoltent ce qu'ils ont semé. François Monboisse? Oui, je crois que c'est une stratégie un peu désespérée de la part de Muselier, mais le problème, c'est que les Républicains ont énormément de mal à expliquer clairement ce qui les sépare du Rassemblement national. Quand dans les radios, une journaliste ou un journaliste essaie de dire « mais c'est quoi vos valeurs ?» Je me souviens, le pauvre Éric Ciotti face à Sonia Mabrouk, il ne savait pas quoi dire. Qu'est-ce qui vous sépare? C'est nos valeurs. Mais c'est quoi, c'est nos valeurs? Moi, je pense que tout la banalisation du mot extrême droite que font les écolos et la gauche en ce moment est totalement délétère. Quand on dit que les gens qui veulent que Paris soit propre sont d'extrême droite, les gens ne comprennent pas. Quand on dit que les gens qui aiment bien le Tour de France, le sapin de Noël sont d'extrême droite, mais la majorité des Français se disent si c'est ça l'extrême droite, c'est pas un problème. Il y a une banalisation des mots extrême droite qui est faite
par la gauche et par les écolos. Et je pense que le discours écolo produit du vote Rassemblement national, parce que c'est un discours extrêmement parisien qui critique la voiture. Or, dans les zones rurales, la voiture est indispensable. Les gens n'ont pas le choix, ne peuvent pas prendre le vélo pour faire 50 km pour faire leurs courses. Qui critique, qui veut des éoliennes partout. Les éoliennes, on ne les met pas à Paris, on les met dans les provinces. Donc les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces gens à Paris qui veulent changer notre façon de vivre? Et il y a un énorme ressentiment. Et je pense qu'effectivement, il y a des régions où ça va être très dur de s'opposer au vote Rassemblement national. Et je pense que ce que veut Emmanuel Macron, moi je ne suis pas d'accord, je ne pense pas qu'il veuille faire élire des maires RN, je pense qu'il veut faire exploser les Républicains. Oui, ou les deux. Geneviève, Florence Berthoud, est-ce qu'il peut y avoir une arrière-pensée? Il y a quelque chose qui Comment vous vraiment me met très 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 mal à l'aise. C'est que, on va le dire, pardon, je le dis sur une radio, mais les médias ont fait le match et finalement, les médias d'une certaine manière ont envie qu'il y ait un roman à raconter. Et le roman, c'est un président de région RN, parce que, voilà, ça... je vois bien la manière dont on traite les sujets partout. Et moi, je suis quand même effarée de l'évolution que la politique est en train de prendre. C'est-à-dire, finalement, la seule chose qui importe, autant dans les commentaires que dans les joutes politiques, c'est les accords de parti. Que propose Mariani? On n'en sait rien. Que propose Muselier? On n'en sait rien. Quel est son bilan à la région? On égratigne d'ailleurs à peine. Enfin, moi, j'ai entendu le leader du Front National rebaptisé RN, et donc désormais banalisé. Moi, je ne sais pas ce qu'il reproche particulièrement à la gestion de M. Muselier. Moi, j'aime bien Muselier. Bon, c'est un copain, mais en delà de ça, c'est un élu de terrain. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Et la seule chose aujourd'hui qui importe... La seule chose, Mariani, pour moi, a franchi quand même le Rubicon. Bon, donc, qu'est-ce qu'il reproche d'ailleurs à son ancien ami Muselier? De ne pas être un élu de terrain, de ne pas être à 100% sur le terrain? Non. La seule chose qui est aujourd'hui reprochée aux uns et aux autres, ce sont des alliances, finalement, ce sont des stratégies d'alliance. Et aujourd'hui, la seule chose qui importe, c'est ça. Oui, enfin, sauf qu'on attend une certaine sincérité. On attend aussi un programme. On attend un programme, et un programme avec des élus de bonne volonté. Mais c'est pas que les médias. Enfin, je veux pas défendre les médias. Non, mais je ne dis pas que c'est les médias. Mais non, je dis pas qu'ils ont une responsabilité. Mais je dis qu'on voit bien que le match qui fait plaisir à commenter, c'est celui-ci. C'est pas celui d'une alliance. Rafik Mathis, sur ce qui se passe en PACA. Ce qui est en train de se passer en PACA, c'est précisément ce que les Français détestent aujourd'hui de la politique. Des joutes verbales, des jeux d'appareils, avec des rebondissements, mais des rebondissements sur des mauvais sujets qui n'intéressent plus les Français. Je veux bien qu'il y ait beaucoup de politiques politiciennes lorsqu'il s'agit d'une élection présidentielle ou d'élections législatives qui sont des élections à portée nationale. Mais là, l'enjeu, c'est quel est l'avenir de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et moi, la seule chose qui m'intéresse, et vous savez que j'y passe énormément de temps, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que seront la Provence et la Côte d'Azur dans les 5 à 10 prochaines années? Est-ce que les infrastructures de transport, puisque c'est une prérogative de la région, est-ce qu'elles vont s'améliorer? Est-ce qu'il y aura une sorte de nouveau RER entre Marseille et Aix-en-Provence? Est-ce qu'il va y avoir le développement de nouveaux lycées? Parce qu'aujourd'hui, il y a une pression démographique qui fait qu'il y a de plus en plus de monde en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Qu'est-ce qui va être fait pour protéger un certain nombre de joyaux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, du massif des Morts à la montagne Sainte-Victoire? C'est ça qui m'intéresse. Et il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est ce que dit Florence Berthoud aussi, c'est que les programmes, on ne les connaît pas. Et c'est la raison pour laquelle ce débat... Et que ça s'est joué, que ça se joue uniquement sur effectivement de la condamnation de certaines alliances. Et c'est un manque de respect profond vis-à-vis des citoyens et des administrés de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui aujourd'hui n'y comprennent absolument rien. Je crois que le débat de la part de toutes les parties prenantes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, leur grandeur serait de se concentrer sur le fond et ensuite qu'ils fassent confiance aux citoyens pour voter comme bon leur semblera.
Oui. Et franchement, alors là-dessus, il y aurait vraiment eu une prime au président de région sortant, auquel la crise sanitaire a donné l'occasion, et la plupart d'entre eux l'ont très très bien assumé, de défendre leur région, d'être vraiment en pointe dans un certain nombre de fournir des masques, à la fois d'aide économique, au départ de fabrication de masques. Enfin, ils ont vraiment été extrêmement actifs. Donc cette prime au sortant aurait dû jouer pour Renaud Muselier. Oui, absolument. Et donc là, visiblement, en tout cas, les sondages ne disent pas cela. Et même en cas de triangulaire, Thierry Mariani l'emporterait. Merci à tous les quatre